Я хочу сказать, что здесь все время говорится... Я хочу сказать, что все время здесь говорится о государстве, что вот государство сделало то, государство сделало другое. Но по Александру Александровичу Богданову, который написал замечательную книгу «Тектология», которую следует, по-моему, прочесть всем, она «Тектология», она переиздана в 1989 году издательством «Экономика» в нашей стране. А вообще опубликована она была еще в 1928 году, и еще раньше, в 1912. И он пишет, что государство – это всего лишь орган управления одних элементов другими. Поэтому у нас нельзя говорить о государстве как об том, кто управляет. Всегда есть элементы, которые управляют. Теперь Афанасьев сказал, что у нас всего лишь 5% частной собственности. Собственность не может не принадлежать никому. Она всегда принадлежит элементам, которые управляют. И они распоряжаются этой собственностью. И если эта собственность не будет передана тем, кто действительно должен ей распоряжаться, хозяевам, то будут управлять ею чиновники в лице директоров, самого широкого класса. Это не значит, что чиновники не нужны, но чиновники не могут управлять заводами. Они не заинтересованы, они заинтересованы в своем месте, но не заинтересованы, вот он не заинтересован в том, чтобы продукция завода была продана. Ему все равно, если развалится и обанкротится завод, он найдет себе другое место работы, тогда как частное лицо потеряет при этом все. Вот я не знаю, здесь, видимо, какое-то вот нужно... И потом еще здесь шел разговор о числе 3. Вот сегодня был разговор. Так вот, число 3, оно совсем не магическое. Это 1, 2, 3, это наиболее вероятное существование, наиболее часто проявляемые отношения в природе. А законы природы едины. И об этом писал еще давным-давно Богданов. Читайте, пожалуйста, Богданова. E qui sono state varie obiezioni al pluralismo. Vorrei invitare a questo punto della nostra riunione un regista e produttore di programmi televisivi che è stato a Milano per quasi un anno, è stato al congresso di Tokyo e poi ha fatto un film di questo congresso e con l'equipe della Studio Television. Si tratta dunque del regista e del produttore Fuksiewicz, Jater Fuksiewicz. È stato in Polonia, la televisione polacca. Eravamo a Ginevra la settimana scorsa e la Polonia è la divisione non spaziale dell'Europa e il tempo dell'Europa. Allora noi altre volte abbiamo invitato anche Zanussi, Penderecki, Canto e molti altri esponenti polacchi nei nostri congressi, perché interpello a questo momento? Interpello a questo momento perché lui ha
un ascolto particolare ieri mattina che ha seguito attentamente i lavori del congresso e quindi ha molti elementi anche per valutare le cose che andiamo dicendo, quindi può sia fare la relazione sia per fare la relazione di riprendere anche domani, ma intanto mi pare che noi abbiamo tempo di un minuto, quindi 40 minuti. On a parlé ici, ce jour, surtout de la Russie. Ce qui est évident parce que nous sommes ici en Russie, aussi à cause de l'immensité de ce pays et de l'immensité de problèmes que ce pays est en train de vivre. Mais je voudrais parler de l'Europe centrale, des pays de l'Europe centrale. J'ai une double perspective en tant que Polonais et vivant à Paris. C'è la traduzione. Donc le problème de l'Europe était toujours très important pour les pays de l'Europe centrale. Tandis que la Russie avait des relations ambiguës avec l'identité européenne, et les Russes se demandent jusqu'à quel point ils sont européens, jusqu'à quel point ils sont asiatiques. Pour les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Hongrois, pour les pays de l'Europe centrale, l'Europe était toujours un point de référence. Pendant 45 ans, ces pays ont réclamé leur identité européenne. Cette identité européenne leur était refusée par l'Empire soviétique d'un côté. De l'autre, elle leur était refusée par l'Occident, par l'Europe occidentale, qui les appelait les pays de l'Est, les pays de l'Europe de l'Est, et les renvoyait ainsi vers l'Est, vers le continent asiatique. Mais justement, cette adhérence à l'Europe, aux valeurs européennes, a permis aux Polonais de s'opposer au communisme, de garder ces valeurs qui sont ceux de l'Europe, et ainsi combattre les valeurs communistes totalitaires qui leur ont été imposées. Donc, à présent, depuis 3 ans, ce concept a remporté une histoire. On parle à présent de ces pays comme des pays de l'Europe centrale. La communauté européenne va s'ouvrir, je ne sais pas dans combien de temps, à ces pays. Mais justement, en ce moment, il apparaît une crise. Cette identité européenne commence à survivre une crise qui est provoquée par l'apparition du nationalisme, de l'antisémitisme, du populisme et du fondamentalisme. Jusqu'au moment où nous pouvons adhérer à l'Europe, il apparaît des problèmes de nationalisme. Ici, il faut dire que cette crise de l'identité européenne est le résultat d'un côté de la situation d'une crise économique, politique et sociale. Mais d'autre part, elle est le résultat d'une situation très spécifique pour ces pays. On se rend très peu compte à l'Occident que le temps ne passait pas en Europe centrale, que le temps était figé. Donc, à présent, quand ces pays se sont réveillés, ils se sont retrouvés dans la situation
psychologique, socio-psychologique et politique des années 30 et des années 40. Tandis que l'Europe occidentale a fait un grand parcours en avant vers surtout le concept de l'unité européenne, les pays de l'Europe centrale se réveillent parmi les querelles politiques, les concepts politiques qui datent déjà de 40 ou de 50 ans. Si vous voyez la Pologne, dans le Parlement polonais, il y a 29 partis. 29 partis, dont certains sont des partis qui sont nés de la situation politique actuelle. Mais il y a également des partis qui sont des copies des partis d'avant-guerre, des partis qui reprennent les querelles politiques, les concepts politiques d'antan. Si vous regardez la Tchécoslovaquie, vous voyez qu'il y a des tendances séparatistes en Slovaquie. Si vous regardez la Yougoslavie, il n'y a pas besoin de décrire ces situations. Tout ce qui est identité européenne est en crise là-bas. Et la crise est vécue à travers les concepts d'antan, c'est-à-dire les Serbes qui font la pression contre la Croatie, reprochent aux Croates qu'ils étaient alliés de l'Allemagne pendant la guerre. Donc, on regarde à travers le passé. On ne peut pas se libérer des concepts du passé. Et si nous comparons cette situation avec l'Europe occidentale, où entre l'Allemagne et la France, entre l'Allemagne et l'Angleterre, il y a eu le pardon, et à présent l'Allemagne est le pays central dans la construction de l'Europe unie, vous voyez qu'en même temps, on reproche à la Croatie qu'elle était alliée de ce pays. Ce qui est une situation tout à fait paradoxale. Donc, le temps s'est arrêté là-bas et on reprend à zéro dans la situation des années 30, des années 40. Il faudra du temps que ces pays arrivent à l'époque actuelle. Mais aussi, d'un côté, il y a donc le problème du passé qui s'est arrêté dans les années 30 et 40, et d'autre côté, il y a aussi la situation difficile, la crise sociopolitique et économique. Prenez par exemple, essayez de voir à travers les yeux des intellectuels polonais par exemple, qui ont combattu en première ligne contre les systèmes communistes, qui ont fait beaucoup de brèches dans le mur, qui ont été, surtout les écrivains et les cinéastes, qui ont été persécutés par les autorités, persécutés par la censure, mais qui avaient le sentiment de remplir une mission très importante, de défendre les valeurs et de s'opposer à la destruction des valeurs par le système communiste, s'opposer par leur œuvre au mensonge. Il était persécuté par la censure et par les autorités, mais il avait ce sens de mission et le sens d'importance. Parce que tout le bureau politique pouvait s'occuper d'un film ou d'un livre, exiger des coupures, exiger des changements. Donc c'était à travers cette importance que le pouvoir attribuait aux œuvres d'art, c'était un hommage paradoxal à l'importance, à la situation de l'artiste. À présent, la situation a changé, il n'y a plus de censure, le gouvernement, les autorités ne s'intéressent guère à l'art. Au contraire, il y a le problème de l'argent. L'art a une difficulté de survivre, surtout le cinéma, le théâtre, donc les disciplines qui demandent beaucoup d'argent, qui demandent des investissements considérables. Aussi, si vous regardez cette situation à travers les yeux des ouvriers, surtout les ouvriers des grandes entreprises, ceux qui appartenaient au syndicat libre,
Ce sont eux qui ont détruit le communisme. Mais à présent, ils se retrouvent dans la situation où ils doivent payer les frais du parcours de la transformation du système communiste au système capitaliste. Donc, il y a le chômage qui touche surtout les secteurs de la classe ouvrière, des grandes entreprises, comme les chantiers navals, comme les aciéries. La réforme économique comporte le chômage, comporte l'augmentation des prix. Donc il y a un sentiment de perplexité, les gens sont désemparés. Les gens se demandent, est-ce qu'on a combattu pour ça? S'il y a 3 ans encore, le mot d'ordre était retour vers l'Europe, c'était le mot d'ordre des politiciens et aussi des gens de la rue, nous rentrons vers l'Europe. À présent, le mot d'ordre de la grande question est, est-ce que c'est pour cette Pologne-là que nous avons combattu? Le prix de la transformation s'avère trop élevé. Et sur ce fond, nous pouvons comprendre mieux le retour des sentiments nationalistes. Car le nationalisme est la réponse la plus simple, la plus simpliciste au problème qui nous dépasse. Surtout si les gens ne veulent pas prendre la responsabilité eux-mêmes, ils ne veulent pas prendre la responsabilité de leurs échecs, ils cherchent un autre qui puisse être responsable, qui puisse porter la responsabilité. Donc ce sont les autres, ce sont les juifs. Par exemple, la situation paradoxale, c'est que en Pologne, il n'y a plus de juifs. Mais politiquement, le juif n'est pas celui à qui on attribue cette qualité. Le mythe juif comme ennemi. Aussi, les étrangers. D'un côté, le gouvernement et tout le monde attendent que les capitaux étrangers viennent s'installer en Pologne, parce que la Pologne a besoin des capitaux. Mais en même temps, il y a des gens qui disent que le capital étranger vient pour nous exploiter, pour gagner de l'argent. Et surtout, s'il y a des investissements étrangers dans les usines dans lesquelles le capital étranger investit, évidemment, on applique la gestion saine et on procède au licenciement parce que les effectifs dans les usines polonaises comme dans tous les pays communistes ont été beaucoup plus importantes que n'était nécessaire, surtout que les nouvelles technologies nécessitent beaucoup moins de travailleurs. Donc, le nationalisme, l'antisémitisme dans une certaine partie, xénophobie. Sur ce fond apparaît le populisme, les partis, surtout les partis extrémistes, surtout les partis qui sont de droite, de l'idéologie nationaliste, de l'idéologie catholique, reprochent aux partis libéraux, aux partis ouverts vers l'étranger, reprochent d'être de gauche. Mais eux-mêmes, ces partis extrémistes nationalistes, ont dans leur programme social et économique de fermer les frontières, d'augmenter les charges de douane pour protéger l'agriculture et pour protéger l'industrie. Et ils ont dans leur programme tout un système de protection sociale, de protection par l'État, cette protection à laquelle les gens de la rue sont habitués. Mais, après la chute du communisme, l'Église s'est avérée une force autrement réactionnaire. Et, comme vous savez peut-être, c'est l'Église qui fait une énorme pression pour que la loi
sur l'avortement soit aboli. L'Église en Pologne fait une pression et ils sont probablement extrêmement. Et la légalisation de l'avortement sera abolie. Les contraceptifs ne sont pas défendus par la loi. Pourtant, l'Église fait une pression énorme sur les pharmaciens, par exemple, pour qu'ils ne vendent pas les contraceptifs. Et l'Église, qui, pendant ces années de communisme, s'est transformée en une forteresse assiégée, a gardé cette mentalité qui était forgée pendant le communisme. Et l'Église veut conserver une influence politique et veut défendre les concepts de la morale qui donc toujours en Europe, sont dépassés en Europe. Et l'Église polonaise regarde vers l'Inde et le seul pays en Europe occidentale, dans la communauté européenne, qui a conservé cette emprise de l'Église. Et l'Église polonaise veut faire une axe avec l'Église irlandaise, une axe entre la Pologne et l'Irlande, pour s'opposer à l'Europe pourrie, à l'Europe dégénérée. Donc, du nouveau, des sentiments xénophobes, cette fois de la part de l'Église, cette tentative de fondamentalisme qui va à l'encontre de tout ce qui est le système de valeurs européen. Comment la situation va évoluer, j'en sais rien, j'aimerais savoir. Je n'ai pas de réponse, je voulais énumérer simplement quelques problèmes qui font que ce siège de l'Europe, dans notre intention, doit être le seul, le siège unique de l'Europe unie, risque de se désintégrer à plusieurs cieux. Est-ce qu'il y a des questions? Allora, volevo adesso proiettare un video, vediamo se sono pronti. Ah, non si può? No. Ah, si deve lavorare prima della roba. Va bene, allora. Con Marissimo. Mi sembra che oggi pomeriggio sia stato, che oggi nella giornata, effettivamente è stato un dibattito molto interessante. Viva Mikhail Konstantinovich Anikutin.